Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer à la méditation telle qu'elle est pratiquée dans la tradition du bouddhisme Theravada, en Birmanie notamment. On l'appelle méditation vipassana, ce qui signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. Il s'agit d'une des plus anciennes techniques de méditation de l'Inde, enseignée il y a plus de 2500 ans, comme un remède universel à notre souffrance. Alors pourquoi cette expérience de la méditation est-elle essentielle? Vers quoi nous mène-t-elle? Quelles sont les différentes manières de la pratiquer? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent avec notre invitée Ariane Annie. Ariane Annie, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Theravada depuis une trentaine d'années, que vous êtes une disciple du maître Sayadaw U Janaka. Vous vivez en partie en Birmanie, en Suisse, et vous dispensez des retraites de méditation à travers le monde entier, ainsi que des enseignements. Et je précise que vous êtes également traductrice. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer cette émission, Vénérable, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous-même vous envisagez la méditation? Pour moi, la méditation, c'est plutôt une attitude de vie. C'est plutôt une façon de vivre ma vie. Pour moi, la pratique de la méditation, ce n'est pas une activité qu'on pratique seulement dans une place spéciale, comme un monastère ou centre de méditation. Il ne faut pas une posture spéciale, être assis avec les jambes croisées, les yeux fermés. Mais la méditation, c'est quelque chose de plus en général qu'on peut faire partout, n'importe quel temps. Ce n'est donc pas forcément intellectuel, mais plutôt une expérience qu'il est important de vivre soi-même. Hein. Oui, c'est ça. Et quand on prend le mot méditation, ce n'est pas une très bonne traduction. Dans les textes originaux, le mot est bhavana, et bhavana veut dire la culture, le développement, l'entraînement. Et très généralement dit, c'est la cultivation des états mentaux sains qui mènent au bonheur et abandonner les états mentaux malsains qui mènent à la souffrance. Et donc cette définition de méditation souligne le fait que ce n'est pas une activité qui est liée à une certaine place ou à une certaine posture. Et on dit également que la méditation peut être un moyen de s'approcher de la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vraiment un moyen de s'approcher de la vérité parce que si on fait attention à tout ce qui se passe, soit dans le corps, soit dans le mental, graduellement on arrive à voir les choses plus claires. On arrive à voir la réalité, on ne reste pas sur le plan des concepts ou des idées. Alors, vous-même, vous évoquez deux formes de méditation, donc la concentration et la méditation de la vision intérieure. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par la méditation donc, liée à la concentration. De quoi s'agit-il, plus précisément? La méditation de concentration a pour but d'atteindre un niveau de concentration très, très profonde. Et le résultat est un calme de l'esprit qui est accompagné du bonheur, de la tranquillité et de la paix. Mais ce bonheur est temporaire et ce bonheur disparaît le moment dès qu'on sort de cet état de concentration très très profonde. Avec la méditation vipassana, c'est la méditation de la vision intérieure et cette forme de méditation a pour but de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de plonger dans la réalité, de voir les choses dans leur vraie nature pour arriver à une compréhension juste de nous-mêmes, du monde entier, de l'univers. Et c'est à part de cette compréhension profonde qu'on développe la sagesse. Et ça mène à un état de bonheur qui n'est pas dépendant des personnes ou des endroits ou des possessions matérielles. Mais concrètement, comment la différence entre ces deux formes de méditation se traduit? Concrètement, c'est pour pratiquer la méditation de concentration, on prend un seul objet et on dirige l'esprit, l'attention sur ce
objet uniquement pour arriver à une concentration très très profonde, où il n'y a plus de pensées, plus des émotions perturbatrices. Avec la méditation vipassana, c'est différent. On n'a pas seulement un objet, mais pour comprendre la vraie nature de toutes les choses, on doit être conscient de tout ce qu'il passe, soit dans le corps, dans l'esprit. C'est-à-dire, on peut avoir une sensation dans le corps, une douleur, comme objet de méditation, et on essaie de vraiment pénétrer dans cette douleur pour voir ce qu'il est. Ou bien quand il y a des pensées ou des émotions, on dirige l'attention à ces pensées, à ces émotions, pour vraiment voir leur nature et pas être dans le niveau d'un concept ou d'une idée, de se dire « Ah oui, je sais, c'est la tristesse ». Mais comment se manifeste la tristesse sur le plan direct et personnel? Alors, vous menez également des retraites de méditation que vous appelez méditation méta. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce mot méta? Méta, ce mot signifie l'amour bienveillant ou l'amour inconditionnel. On pourrait aussi l'appeler la bonté du cœur. Et pratiquer méta signifie de rayonner cette bienveillance et souhaiter que tous les êtres vivants soient heureux. C'est-à-dire, méta ou la méditation méta est un bon antidote contre la colère, l'aversion, aussi un antidote contre l'attachement ou le désir, parce que si on développe cette qualité d'amour inconditionnel, on les rayonne envers tous les êtres et pas seulement vers les êtres ou les personnes qu'on aime. Alors on vient d'évoquer là 3 formes de méditation différentes. Concrètement, comment est-ce que ça se passe, vous, dans la manière d'enseigner? Est-ce que vous enseignez les 3 ou vous en choisissez une? Comment est-ce que vous faites? Quand j'enseigne la méditation, c'est la méditation vipassana, mais c'est en combinaison avec la méditation méta. Et la méditation méta, en fait, est une sorte de méditation concentration, parce qu'on a seulement un objet. Mais à part de concentrer l'esprit, on développe cette qualité de l'amour inconditionnel. Et je trouve que la combinaison des 2 formes de méditation, la méditation méta et vipassana, est très bien pour beaucoup de gens dans le monde. Alors, vous venez de parler des qualités qui peuvent être développées. Quelles sont les principales? Parce que, notamment d'ailleurs dans notre vie quotidienne, on dit que méditer peut beaucoup nous aider. Oui, sur un plan de la vie conditionnelle, la méditation peut aider à être plus tranquille, plus calme. On est plus présent à ce qu'on fait, ce qu'on dit. Mais à part de ça, c'est vraiment la compréhension de la réalité, la compréhension des situations. On voit plus clairement ce qui se passe. On n'est pas emporté par ces émotions, on n'est pas piégé dans des réactions habituelles. Et avec l'amour bienveillant, la méta, on peut être plus aimant, le cœur est plus ouvert, et donc c'est une autre façon de ne pas être piégé par le désir ou l'aversion. Alors, on l'a dit, Vénérable, vous dispensez des enseignements à travers le monde entier. Est-ce que vous adaptez ces sessions de méditation en fonction des pays et peut-être des gens qui viennent vous voir? Normalement, pas nécessairement, parce que la nature de l'esprit humain est la même à travers le monde. Les gens ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Donc, c'est une forme de méditation qui marche autour du monde. Et quels peuvent être les obstacles principaux qui surgissent lorsque ces personnes commencent à méditer? Un des obstacles les plus fréquents, c'est l'inquiétude, parce que l'esprit est tellement inquiète, beaucoup de pensées, des émotions perturbatrices. Et donc, il faut dire aux gens qu'il faut être patient, parce que les gens veulent des résultats immédiats. Mais la pratique de la méditation prend du temps, c'est un travail dur, parce que les réactions habituelles sont enracinées dans l'esprit et donc il faut du temps pour les changer. Ça ne fait pas dans 2 jours ou dans une semaine. Oui. Puis j'imagine également qu'il faut apprendre à délaisser notre ego, abandonner cette saisie. Oui, ça c'est aussi un problème parce que les gens sont très identifiés avec
leurs idées ou avec le corps et donc laisser diminuer l'ego, laisser ça c'est un travail dur. Et alors, quels conseils vous donnez concrètement à ces gens qui viennent vous voir pour essayer justement de méditer au quotidien? Est-ce qu'il y a des petits exercices que vous leur donnez? Généralement, je dis qu'ils peuvent essayer d'être vraiment présents de ce qu'ils font pendant la journée, d'être attentifs à ce qu'ils disent. Mais naturellement, c'est difficile d'être attentif toute la journée et les gens se perdent dans leurs habitudes. Mais comme un petit exercice, je dis qu'ils peuvent choisir une petite activité chaque jour pour être vraiment conscients de ce qu'ils font. Par exemple, brosser les dents. Pour ces 2 ou 3 minutes de brosser des dents, d'être vraiment conscient, aller au mouvement, aux sensations et pas être perdu dans les pensées, pas être emporté par des émotions. Et s'ils font ça pour une semaine, ça apporte des bienfaits et puis ils pourraient choisir une autre activité, qu'ils font une activité assez consciente pendant la journée. Et dans cette façon, l'état d'être vraiment conscient agrandit pendant les jours et donc ça aide dans la journée. Et est-ce que vous pensez que c'est plus difficile de méditer en Occident qu'en Asie, par exemple, en Birmanie? Vous qui vivez dans ces 2 endroits, comment est-ce que vous ressentez les choses? C'est plus difficile ici en Occident parce que les gens font des retraites assez courtes. Oui. Un week-end, une semaine, parce qu'en Birmanie, les gens pratiquent la méditation pour 1 mois ou pour 3 mois. Oui. Donc ça approfondit leur pratique. Alors, ce que vous me disiez aussi en préparant l'émission, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution des mentalités face à la méditation. C'est-à-dire que maintenant, les gens viennent beaucoup plus volontiers vous voir. La méditation est plus acceptée par la société, par les gens. Et maintenant, ce n'est plus tellement seulement pour apaiser l'esprit, mais c'est vraiment l'intérêt pour atteindre une compréhension plus profonde de la réalité. Et est-ce que vous avez des projets vous-même par rapport à ces centres de méditation, par rapport à ces retraites? Je continuerai à enseigner des retraites autour du monde et aussi en Birmanie et aussi à continuer à pratiquer moi-même pour approfondir ma pratique. Oui, car finalement vous aviez une attente spirituelle qui était très forte au départ, hein, dès votre enfance. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle a été en partie comblée? Oui, mon attente spirituelle était très forte et je peux dire qu'elle n'était pas seulement satisfaite, mais que c'est un grand enrichissement que je ne croyais pas être possible. Et c'était une ouverture du cœur beaucoup plus grande que je pensais, ou une compréhension de la vérité, ou une compréhension de l'esprit, de la nature de l'esprit, qui est plus profonde que je pouvais imaginer. Très bien, je vous remercie infiniment, Vénérable, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour terminer, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, 3 livrets distribués par le centre Le Refuge. L'essence de la vie, comprenant les enseignements d'Ariane Ani, notre invitée, l'art de la méditation de Ajahn Tiradamo et la méditation Vipassana de Bhante Nepola Gunaratana. Petit traité de sagesse bouddhiste à l'usage des Occidentaux de Xavier Cornette de Saint-Cyr aux éditions Jouvence. En Birmanie de Jean-Marc Payot et Elisabeth Fock aux éditions Philippe Ray. Par le biais d'une série de photographies très rares en noir et blanc, les auteurs pénètrent au cœur de la Birmanie, révélant un quotidien émouvant et digne où le bouddhisme est toujours présent. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine.